À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité afin de participer au 8e congrès africain du déficit immunitaire. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler des fièvres récurrentes auto-inflammatoires et plus précisément comment faire le diagnostic d'une maladie auto-inflammatoire après avoir éliminé les diagnostics les plus urgents, notamment un déficit immunitaire. Donc tout d'abord, c'est quoi une maladie auto-inflammatoire? La maladie auto-inflammatoire se définit par un désordre de l'immunité innée qui constitue la première ligne de la défense immunitaire, faisant intervenir essentiellement les macrophages, les monocytes et les polynucléaires. C'est un ensemble de maladies héréditaires liées à la mutation dans des gènes qui codent pour des protéines régulatrices de l'inflammation, ce qui va être à l'origine d'une sécrétion inappropriée des cytokines pro-inflammatoires comme les interleukines 1, les interleukines 6, les interleukines 18 et les TNF-alpha. Donc, d'un côté, le désordre de l'immunité adaptative va être à l'origine des maladies auto-immunes que vous connaissez, comme par exemple le lupus, et d'un autre côté, le désordre de l'immunité innée va être à l'origine des maladies auto-inflammatoires. Donc, les maladies immunitaires sont situées sur une échelle impliquant soit l'auto-immunité ou bien l'auto-inflammation sans qu'il y ait une limite réelle entre les deux, et vice-versa. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur l'auto-inflammation. Donc un peu d'histoire, comment on a découvert ces maladies auto-inflammatoires? L'essor de ces maladies auto-inflammatoires est étroitement lié au progrès de la recherche génétique. Donc en effet, il y a 26 ans, on a pu identifier le gène Candida et la première maladie qui a été découverte, c'était la fièvre méditerranéenne familiale ou FMF en 1997. Elle constitue le prototype des maladies auto-inflammatoires. Puis par la suite, il y avait la découverte du déficit en mévalonate kinase, les TRAS en 1999 et les cryopyrinopathies en 2001. Ensuite, avec l'avènement de la next génération sequencing, on a permis de mettre en évidence plusieurs gènes impliqués dans les différentes voies de l'inflammation. Donc, quelles sont les caractéristiques des maladies auto-inflammatoires? Ces maladies auto-inflammatoires sont ubiquitaires, c'est-à-dire on peut les trouver dans le monde entier. Elles sont nombreuses et chaque maladie, elle est exceptionnelle, ce qui va être à l'origine d'un retard diagnostique. Et ce sont des maladies très rares. La prévalence, généralement, est située entre 1 sur 10 000 et 1 sur 1 million. Et ce qui nous intéresse, nous pédiatres, que ce sont des maladies génétiques, c'est-à-dire elles vont débuter durant la petite enfance. Donc, comment faire le diagnostic de maladie auto-inflammatoire? Donc, affirmer le caractère auto-inflammatoire de ces symptômes est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que généralement, les signes sont peu spécifiques et la porte d'entrée vers ces maladies auto-inflammatoires, c'est la fièvre trop fréquente qui constitue le motif de consultation. Et on sait très bien en pédiatrie que la fièvre est le motif le plus fréquent de consultation. C'est le parcours normal puisqu'on est dans un environnement antigénique et l'enfant il est en phase d'apprentissage immunitaire. Cette fièvre peut être bien sûr une source d'anxiété aussi bien pour les parents que pour les médecins, mais heureusement, la majorité de ces fièvres sont normales. Donc, cette notion de fièvre trop fréquente, c'est une notion très relative, d'où l'intérêt d'analyser de façon détaillée les épisodes rapportés par la vérification du carnet de santé de l'enfant qui constitue toujours un outil très important en pédiatrie et il permet d'apprécier la fréquence des épisodes, la tolérance, les symptômes associés, les diagnostics évoqués, les traitements entrepris et leur efficacité, et bien sûr, la durée de ces épisodes et leur évolution. Donc, tout d'abord, devant des fièvres à répétition, il est très important d'éliminer un déficit immunitaire, c'est même l'urgence. Donc, toujours, il faut essayer de chercher les signes d'alerte de déficit immunitaire que vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Bien sûr, c'est surtout les infections respiratoires à répétition, une infection invasive avec un germe encapsulé,
que ce soit un méningocoque, un pneumocoque, un hémophilus, ou bien si vous êtes devant un enfant qui présente des infections à pyogènes récurrentes, que ce soit cutanées, invasives, tissulaires, une cassure de la peau staturopondérale, ou bien si vous êtes devant des cas connus de déficit immunitaire, à ce moment-là, on doit faire un bilan dans ce sens. Bien sûr, après avoir éliminé un déficit immunitaire, donc il est très important de chercher d'autres signes d'alerte en faveur d'une maladie chronique débutante par la recherche des signes qui peuvent nous orienter soit vers une infection chronique, comme une tuberculose par exemple, surtout dans notre contexte, une atteinte d'organes comme un abcès rénal, ou bien tout simplement une maladie inflammatoire débutante type maladie inflammatoire chronique intestinale, ou bien un lupus débutant. Parfois, il peut s'agir d'une pathologie maligne, quoique les pathologies malignes se manifestent plus par une fièvre prolongée que par une fièvre récurrente. Et là, on doit faire bien sûr un bilan orienté en fonction des signes d'appel, soit d'une maladie auto-immune, d'une infection ou bien d'une pathologie maligne. Bien sûr, après avoir éliminé tout ce qui est déficit immunitaire et affection chronique, donc il faut penser aux fièvres intermittentes. Ces fièvres intermittentes, généralement, elles coïncident avec le début d'entrée en collectivité et elles sont caractérisées par l'absence de stéréotypie, contrairement aux maladies auto-inflammatoires. Elles sont généralement secondaires à des épisodes viraux répétés et ça nécessite à chaque fois de réévaluer l'enfant tous les 6 mois. Donc, bien sûr, après avoir redressé et éliminé les diagnostics qu'on vient de citer, il est très important de reconsidérer le diagnostic d'une maladie auto-inflammatoire par la recherche des signes qui vont nous orienter vers une telle ou telle étiologie. Et généralement, ces fièvres, donc, ils sont caractérisés par des crises ou bien des poussées stéréotypées. Et là, j'insiste sur le mot stéréotypie parce qu'il y a toujours les parents qui viennent vous dire « docteur, c'est la même chose ». Donc, cette stéréotypie, elle est à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de la durée, donc qui peut être variable de quelques heures à quelques semaines, les intervalles où le patient, normalement, peut être bien, et parfois, cette maladie auto-inflammatoire peut être une maladie chronique avec exacerbation au moment des accès suite à un facteur déclenchant. Donc, les fièvres en matière de maladies auto-inflammatoires peuvent être des fièvres parfois très élevées et mal supportées, associées à des signes en faveur d'une atteinte déséreuse, comme des arthralgies, des myalgies, des douleurs abdominales avec un trouble de transit qui sont toujours en rapport avec des atteintes désireuses. Et aussi, il faut chercher des signes cutanés, que ce soit une aphthose, un livido ou bien une conjonctivite. Ces maladies auto-inflammatoires peuvent être aussi compliquées par des atteintes neurologiques, surtout des céphalées. Et bien sûr, je précise que chaque maladie auto-inflammatoire a ses propres signes cliniques, ce qui peut nous orienter vers une telle ou telle pathologie. Donc, quelles sont les caractéristiques communes des maladies auto-inflammatoires? Toutes ces maladies auto-inflammatoires sont généralement caractérisées par la présence de la fièvre qui est un signe obligatoire et par la présence d'un syndrome inflammatoire clinique et biologique. Donc, il n'y a pas de maladie auto-inflammatoire sans syndrome inflammatoire et ces maladies sont généralement déclenchées par certains facteurs comme par exemple le stress, l'activité physique intense, les émotions fortes. Et sur le plan biologique, on peut assister à une augmentation des protéines de l'inflammation pendant les accès. Surtout, on peut se contenter juste du CRP et le sérum amyloïde A, qui est une protéine, qui est un bon marqueur de l'amylose rénale. Et on sait très bien que ces maladies sont pourvoyeuses d'amylose rénale. Donc, ces maladies auto-inflammatoires se distinguent par l'âge de début, la durée des accès inflammatoires qui peuvent aller de quelques semaines, de quelques heures à quelques semaines, la fréquence et le rythme des accès, les signes d'accompagnement qui peuvent aussi nous orienter vers des maladies et le mode de transmission,
que ce soit dominant, récessif ou bien sporadique. Donc, je partage avec vous la première observation, c'est celle de Taha. Taha, c'est un petit garçon de 4 ans qui consulte pour des épisodes de fièvre récurrente inexpliquée. Il n'a pas d'antécédent de consanguinité. Il a démarré sa maladie à l'âge de 3 ans, avec des épisodes de fièvre récurrente de 39-40 qui durent entre 3 et 5 jours, avec une rythmicité toutes les 3 à 4 semaines. Donc, ces épisodes de fièvre sont associés à des adénopathies cervicales, une pharyngite, une aphthose buccale et Taha, donc il a eu une croissance normale et l'intervalle intercritique entre les crises était libre. Donc devant ce tableau de fièvre récurrente inexpliquée et bien sûr en l'absence de signes d'alerte de déficit immunitaire ou bien d'infection chronique, on a évoqué en premier un syndrome de Marshall ou FAPA syndrome, puisque c'est la maladie auto-inflammatoire non héréditaire la plus fréquente. Donc, en deuxième, on a évoqué un déficit en mévalonate-kinase et en dernier, c'était une FMF, mais sans grande conviction. Donc, on a fait un bilan inflammatoire en premier, donc qui a objectivé un syndrome inflammatoire majeur avec une CRP élevée à 125, une VS à 40 mm la première heure, et on a complété dans le sens d'un déficit en mévalonate kinase par le dosage de l'acide mévalonique dans les urines qui était normal. Donc aussi, on a éliminé la FMF par l'étude de la génétique FMF. Et devant ce tableau clinique et biologique, on a retenu le diagnostic de FAPA syndrome. On a traité notre malade durant les épisodes par les ANS et généralement, l'évolution était favorable. Et le délai de diagnostic dans ce cas était d'1 année. Donc, un petit rappel sur le syndrome de FAPA ou le syndrome de Marshall. Syndrome de FAPA pour l'acronyme en anglais fièvre périodique, aphthose, pharyngite et adénite. Donc, c'est la plus fréquente des maladies auto-inflammatoires non héréditaires. Son origine reste inconnue et le diagnostic généralement se fait sur des critères cliniques et sur un syndrome inflammatoire biologique. Généralement, cette pathologie démarre avant l'âge de 5 ans dans 90% des cas. La fièvre dure entre 3 et 5 jours avec une rythmicité quasi constante de 21 à 28 jours. Et généralement, c'est une maladie bénigne qui guérit avec l'âge, donc pas de complications vers l'amylose rénale et sans retentissement sur la croissance. Et le traitement des crises repose essentiellement sur les anti-inflammatoires ou bien non stéroïdiens ou bien une corticothérapie en une seule dose. Donc, j'enchaîne avec ma deuxième observation, c'est celle de NS. NS, il a 16 ans, il consulte pour des fièvres récurrentes inexpliquées. Il a comme antécédent une consanguinité premier degré. Il a démarré aussi sa pathologie à l'âge de 4 ans avec des épisodes de fièvre récurrentes et stéréotypées à raison de 39-40. Donc, la durée de cette fièvre, elle est entre 2 jours et il a une rythmicité d'1 fois par mois. Donc, ces fièvres sont associées à des signes, à des douleurs abdominales, des arthralgies et un seul épisode d'arthrite de la cheville gauche et des myalgies. Donc, toujours devant ce tableau clinique de fièvre récurrente, inexpliquée, stéréotypée, et en l'absence des signes cliniques d'alerte d'un déficit immunitaire, donc on avait pensé surtout à une maladie auto-inflammatoire à transmission récessive, devant bien sûr la consanguinité, le caractère récurrent et stéréotypé de la fièvre. Et essentiellement, on a pensé en premier à une fièvre méditerranéenne familiale, surtout devant les signes associés qu'on vient de citer. Donc, un bilan inflammatoire toujours devant la suspicion d'une maladie auto-inflammatoire. La CRP à 92 très élevée, la VS à 35, et le sérum amyloïde 1 à 111 mg par litre. Bien sûr, pour s'assurer qu'on n'a pas d'atteinte rénale, on a fait une bandelette urinaire qui était négative et on a complété par une protéinurie de 24 heures qui était aussi négative. Donc, on a fait une génétique FMF qui a objectivé la mutation, la M694V à l'état homozygote, qui constitue la mutation la plus classique de la FMF et la plus pourvoyeuse d'amylose rénale.
Donc, on a traité comme traitement de fond par la colchicine à 1 mg par jour, puis on a switché vers l'anakinra, qui est un anti-interleukine 1, devant le caractère réfractaire des crises et devant les taux très élevés du sérum amyloïde 1. Donc, l'évolution était marquée par l'amélioration clinique et bien sûr du syndrome inflammatoire et surtout du sérum amyloïde 1. Donc, un petit rappel sur la FMF, qui reste le syndrome auto-inflammatoire héréditaire le plus fréquent. C'est le prototype des maladies auto-inflammatoires. Elle touche généralement les patients originaires du pourtour méditerranéen. C'est une maladie autosomique récessive liée à la mutation du gène MEV qui code pour une périne, qui est une protéine qui joue un rôle très important dans la régulation de l'inflammation. Cette maladie démarre généralement très tôt dans la vie. Les crises durent entre 6 à 72 heures et l'intervalle n'est pas très bien précis, il est variable. Ces crises sont généralement favorisées par le stress, la fatigue et sur le plan clinique, il y a une symptomatologie en rapport avec l'atteinte des séreuses, le péricarde, la plèvre, le péritoine sous forme de douleurs abdominales, douleurs thoraciques, des arthralgies aussi, des myalgies et une atteinte cutanée très spécifique, c'est le pseudo-érésipène. Donc le diagnostic, on le suspecte sur les critères cliniques et bien sûr la confirmation en 2023 nécessite une étude génétique à la recherche du gène MEV. Donc, pour les traitements, c'est la colchicine en traitement de fond qui permet surtout d'espacer les poussées et prévenir l'amylose rénale qui est la principale complication de cette pathologie. Les anti-IL-1 peuvent être proposés en cas de résistance à la colchicine. Donc, j'enchaîne avec la troisième observation, c'est celle de Dunia. Dunia, elle est âgée actuellement de 19 ans. Elle a été hospitalisée initialement pour des fièvres récurrentes inexpliquées. Elle avait dans ses antécédents une consanguinité premier degré. Elle a démarré sa pathologie à l'âge de 18 mois par des épisodes de fièvre récurrente déclenchés essentiellement par la vaccination et le stress. Donc, ces épisodes durent entre 6 à 7 jours avec une rythmicité de 2 crises par mois. Et ces crises sont associées à des polyarthralgies, des polyarthrites, des genoux et des coudes, des douleurs abdominales d'intensité pseudo-chirurgicale. Et sur l'examen clinique, on a noté une splénomégalie. Et bien sûr, elle avait aussi des signes cutanés à type d'urticaire et d'aphthose. Donc, l'examen clinique, bien sûr, en dehors des poussées, elle avait un retard staturo-pondéral très important. Donc, devant cette symptomatologie clinique, on a évoqué en premier un déficit immunitaire. En deuxième, on a évoqué une infection chronique, surtout une tuberculose dans notre contexte. Et enfin, on a pu aussi évoquer le diagnostic d'une maladie auto-inflammatoire à transmission autosomique récessive, surtout devant la consanguinité, que ce soit FMF ou bien un déficit en mévalonate kinase. Donc, le bilan inflammatoire chez notre patiente était aussi très élevé, avec un sérum amyloïde 1 à 98 mg par litre. Donc, on a fait aussi un bilan étiologique. On a démarré par un bilan de déficit immunitaire et aussi après la concertation avec l'équipe de la pédiatrie 1. Donc, le bilan était normal et l'examen de l'enfant, il n'y avait pas de signes d'alerte d'un déficit immunitaire. Surtout, le bilan des affections chroniques donc, était négatif, surtout pour la tuberculose, et la génétique FMF était aussi négative. Et dans le sens d'un déficit en mévalonate kinase, on a réalisé le dosage de l'acide mévalonique dans les urines qui était élevé à 66,7 pour une normale inférieure à 0,3. Donc, malheureusement, on n'a pas pu confirmer par l'étude génétique, par la recherche du gène MVA, puisque la génétique du déficit mévalonate kinase n'est pas disponible au Maroc. Et malgré ça, on a retenu le diagnostic d'un déficit en mévalonate kinase. Donc, on a traité notre patiente par l'ibuprofène et la corticothérapie, et toujours devant la sévérité des poussées, on a switché vers une biothérapie à base d'anakinra. C'est un anti-IL-1
donc à la dose de 5 mg par kilo par jour. L'évolution, elle était très favorable avec une disparition des épisodes fébriles, l'éruption cutanée, les signes articulaires et digestifs et même les adénopathies cervicales. Et sur le plan biologique, malheureusement, notre patiente, elle garde un typhon inflammatoire avec, au dernier bilan, une CRP élevée à 41 et un sérum amyloïde 1 légèrement élevé à 20 mg par litre. Donc, un petit rappel aussi sur le déficit en mévalonate kinase. C'est une maladie auto-inflammatoire rare, autosomique récessive, liée à la mutation du gène MVK qui code pour une enzyme, la mévalonate kinase, qui joue un rôle très important dans la synthèse du cholestérol. Les symptômes apparaissent généralement la première année de vie, dans 90% des cas. C'est une maladie qui est déclenchée essentiellement par la vaccination. La durée de la fièvre entre 3 et 6 jours. Donc là, cette durée, elle est un petit peu plus lente par rapport à la fièvre méditerranéenne familiale, avec un intervalle entre 2 à 8 semaines. Donc sur le plan biologique, on a une élévation des marqueurs de l'inflammation, surtout la CRP, et l'acide mévalonique dans les urines, il est généralement élevé, mais la confirmation nécessite la recherche de la mutation MVK. Donc, en conclusion, devant une fièvre récurrente chez l'enfant, il faut d'abord penser aux infections bénignes répétées, c'est-à-dire les fièvres intermittentes. Parfois, il peut s'agir d'une infection grave, d'un déficit immunitaire, d'une maladie auto-immune ou bien d'une néoplasie. Les maladies auto-inflammatoires sont rares. Il faut y penser surtout devant la stéréotypie, un début au cours de l'enfance, la présence d'une forme familiale, lorsqu'on a un syndrome inflammatoire inexpliqué et lorsque le traitement classique il est inefficace. Et merci pour votre attention.